Voilà, nous l'avons intitulé La recherche en bien-être animal comme support d'un débat de société, le cas des équidés. Et tout d'abord, pour introduire donc deux images qui vont montrer un peu les côtés qui permettent d'appréhender les questionnements sur le bien-être des animaux. D'une part, ici, on a les questions de conditions de vie avec la diversité des conditions de vie auxquelles ces animaux peuvent être exposés. Comme à gauche, conditions semi-naturelles où l'animal vit en groupe et puis va se déplacer et manger sur une quinzaine d'heures par jour. Et à droite, donc, un animal en box d'élevage, donc seul généralement, avec une possibilité de sortie, mais relativement courte, et avec un timing au niveau de l'alimentation, en gros avec deux repas de concentrés, et donc se questionner parfois sur les questions sur l'état de bien-être de ces animaux. Et une deuxième illustration sur les utilisations multiples auxquels ces animaux peuvent être exposés, c'est soit allant de l'animal de loisir, spectacle, sportif et au travail. Et puis également donc la diversité des propriétaires, des utilisateurs, soit des professionnels ou des non expérimentés, avec questionnement là aussi sur des risques de facteurs associés à un mal-être des animaux et pouvant impacter sur les performances et sur la sécurité des cavaliers. Ce qui nous amène à avoir un peu de recul et puis étudier un peu comment s'est développée en quelque sorte la demande sociétale en matière de protection animale et vous rappeler juste que les choses ont commencé sérieusement dans les années 1960 avec l'apparition de deux ouvrages majeurs et essentiellement l'ouvrage de droite Animal Machines par Russ Harrison qui a mis en cause en quelque sorte l'élevage industriel qui a poussé le gouvernement britannique à légiférer et à mettre en action un conseil, une commission pour tenter d'évaluer, de définir le bien-être. C'est la notion des Five Freedoms, des 5 libertés, traduit maladroitement en français, que j'ai rappelé ici: absence de faim et de soif prolongée, absence d'inconfort, absence de douleur ou de blessure et de maladie, et également possibilité d'exprimer les comportements propres à l'espèce, et enfin absence de peur et de détresse prolongée. Donc une définition quelque peu négative à l'origine. Et puis si on remonte un peu le temps, donc l'apparition ensuite de deux ouvrages par des philosophes, Peter Singer en Australie et Tom Regan aux États-Unis, donc qui ont été les pères en quelque sorte, les pionniers de l'éthique de l'animal et des droits animaux. Et dans le même temps, donc le développement d'approches scientifiques du stress et du bien-être, notamment avec l'apparition de l'ouvrage de Danzer et Mormed en 1979 et celui de Marianne Dawkins sur donc le bien-être animal en 1980. Et donc, par association, voie de conséquence, la réglementation européenne en matière de bien-être a commencé entre les années 80 et 90 avec une mise en application des directives une quinzaine d'années plus tard. Et le traité d'Amsterdam qui définit l'animal comme être sensible, enfin en anglais, plus précisément sentient beings, est confirmé par le traité de Lisbonne en 2009. Et là, on a mentionné deux projets européens qui ont été relativement constructeurs au sens de l'évaluation du bien-être. Et en France, donc, avec les rencontres animales société en 2007 et une expertise collective sur la douleur en 2009. Et puis plus récemment, donc, des orientations politiques en matière de développement de centre national de référence en matière de bien-être par le ministère de l'Agriculture récemment, et l'harmonisation que tout le monde a suivi des codes juridiques l'an dernier, et puis tout récemment la signature de la charte équine du bien-être équin. Donc ça, c'était pour vous resituer un peu le principe et le développement de cette demande finalement sociétale qui a été prise en compte par l'ensemble des filières et de la recherche. Et nous avons donc développé cette approche sur comment en fait
évaluer, c'est ce qui nous permettra de voir cet après-midi, mieux comprendre les conditions de bien-être, développer les outils d'évaluation et définir les stratégies d'amélioration du bien-être. Je fais juste une présentation rapide de comment évaluer, en rappelant que le bien-être animal, c'est un état de santé physique, mais également une santé mentale, et qu'à partir de ce moment-là, il est important de s'intéresser aux émotions. Et la notion d'émotion étant ici représentée par, pour changer d'espèce, un mouton, qu'on définit généralement par 3 composantes. Les composantes donc expressives, comportementales et physiologiques, et puis une composante plus expérience émotionnelle proprement dite. On a mis un point d'interrogation pour rappeler le fait qu'il est difficile d'interroger ces animaux n'ayant pas de langage verbal et qui n'a nécessité de développer une approche plus objective au travers donc d'un processus d'évaluation, une approche développée en psychologie humaine qu'on a appliquée sur les animaux, montrant que l'animal est capable d'évaluer la situation à laquelle il est exposé, et ceci selon un nombre de critères d'évaluation relativement limité qui permet, par combinaison, d'appréhender plus précisément l'expérience émotionnelle de l'animal. Et chez le cheval, en fait, cette idée de décrypter les émotions, on connaît plutôt les émotions négatives, comme toutes les autres espèces, où les émotions négatives étant plus expressives. À gauche, quelques illustrations donc, du fait d'une mauvaise position des mains. On voit que le mors donc, peut blesser l'animal, et vous voyez les postures d'oreilles qui sont plutôt en arrière, et puis les naseaux ouverts, qui sont une expression d'un état d'inconfort, à la différence donc de la position du bas, où l'animal, vous voyez les postures d'oreilles beaucoup plus ouvertes. Sur la droite, donc, dans le cas de, comme on a entendu ce matin, dans la communication entre individus, vous voyez en haut donc plutôt des parades agonistiques où on a les postures d'oreilles en arrière, alors que en bas, vous voyez les animaux en interaction plutôt non agressive, les postures d'oreilles exprimant aussi un état émotionnel relativement positif. La même chose dans les comportements de défense. Et non, donc je vous invite à écouter donc les présentations de Martine Osberger sur l'utilisation des postures comme étant des moyens de décrypter ces émotions, et puis de Gwenola Touzeau-Jourde sur les émotions négatives au travers de l'évaluation de la douleur. Et pour terminer, avant de passer la parole à Christine, donc c'est bien de s'intéresser aux émotions, de pouvoir les décrypter, mais on n'est pas allé jusqu'à l'état plus durable du bien-être. Et c'est ce que je vous représente ici, en rappelant l'évaluation que fait l'individu qui va entraîner une émotion. Et dans ce cas-là, un retour aussi, comme on le connaît en psychologie humaine, où une émotion peut aussi altérer le processus d'évaluation, et donc mentionner les biais cognitifs dont ils seront présentés aussi par Séverine Henry un peu plus tard. Juste une expérience rapide du biais sur nos moutons ici, l'expérience que l'on a réalisée, où on apprend à des animaux à discriminer entre, pour un saut placé soit à gauche, soit à droite, récompensé dans un cas, puni dans l'autre. Et en fait, après que les animaux aient appris facilement ce type de comportement, de discriminant, on les a soumis pour une partie d'entre eux à un modèle de stress modéré, du fait de retard d'alimentation, de litière humide, vous voyez, des choses relativement fréquentes en élevage. Et on a réexposé nos animaux à ce dispositif, à gauche et à droite. Donc on voit bien qu'on n'a pas d'altération de la performance. Et on a créé une situation ambiguë en plaçant cette fois-ci le seau au milieu du dispositif. Et on s'aperçoit que les animaux issus donc du modèle de stress modéré ont une vision plutôt négative, c'est-à-dire qu'ils évitent de s'approcher du seau comme si le seau était associé à la punition. Voilà. Et donc cette approche-là va être reprise aussi notamment par Séverine Henry. Et ça me donne l'occasion de passer maintenant la parole à Christine qui va poursuivre sur l'évaluation. Bonjour à tous. Donc comment évaluer le bien-être ? Tout d'abord, le bien-être est multidimensionnel, comme on a pu le voir avec les 5 libertés, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'indicateur
universel de bien-être, mais bien des indicateurs spécifiques qui vont permettre d'évaluer chacun des critères du bien-être. Donc ça va permettre de développer des outils d'évaluation multicritères. Donc pour dire deux mots des indicateurs, il existe des indicateurs relatifs à l'environnement, comme la disponibilité en eau, comme le type de litière ou la taille du box, et des indicateurs propres à l'animal, bon, pour en citer quelques-uns, les blessures ou les stéréotypies. Bien sûr, seront préférés les indicateurs propres à l'animal parce qu'ils seront plus représentatifs de sa perception du milieu. Alors, par exemple, pour les bovins, l'état corporel sera un indicateur de l'alimentation. Le type de logette, la dimension des logettes, l'accès à une pâture seront des indicateurs du logement. Pour la santé, on peut avoir la propreté, les boiteries ou les blessures, et pour les comportements sociaux ou les relations avec l'homme. Donc en fait, l'intégration de l'ensemble de ces critères va permettre de faire une évaluation globale et au final, si possible, donc un jugement sur l'état de bien-être dans l'exploitation. Alors, les protocoles utilisés pour l'évaluation du bien-être. Donc là, je vous présente rapidement le protocole Welfare Quality, qui a été élaboré dans le cadre du programme européen de même nom pour les bovins, mais également pour les porcins et les volailles. Donc, on retrouve 4 grands principes, donc alimentation, logement, santé et comportement. Et à l'intérieur de ces 4 principes, des critères. Donc, on peut lister rapidement. L'absence de faim et de soif prolongée, le confort de repos, le confort thermique, la facilité de mouvement, l'absence de blessures, de maladies et de douleurs induites par les pratiques et manipulations. Et pour les comportements, l'expression de comportements sociaux spécifiques, l'expression d'autres comportements qui, s'ils peuvent être exprimés, devraient éviter que l'animal n'exprime, par exemple, des stéréotypies, une bonne relation homme-animal et un état émotionnel positif. À partir de là, on aura une évaluation de l'exploitation et non pas de l'animal qui pourra permettre de comparer les exploitations entre elles. Alors pour les chevaux, je vais vous présenter le protocole AWIN, donc AWIN pour Animal Welfare Indicators, qui a été élaboré dans le 2e programme européen donc, sur ce thème, et en fait qui concerne les espèces qui n'étaient pas dans le Welfare Quality, c'est-à-dire les ovins, les caprins, les dindons et les chevaux. Bon, c'est une drôle d'association, mais c'est comme ça. Donc, on a les mêmes 4 principes et les mêmes 12 critères, mais donc, vous voyez peut-être pas en détail, mais en fait, ce sont les indicateurs qui vont être adaptés au cheval. Donc, là, on a 3 indicateurs seulement propres à l'environnement, puisque je vous ai dit que en fait, les indicateurs propres à l'animal étaient privilégiés. Donc, ces indicateurs sont la disponibilité en eau, la litière et les dimensions du box. Et les autres indicateurs sont centrés sur l'animal. Bon, on ne va pas les regarder tous, mais pour donner quelques exemples, par exemple pour la douleur est évaluée avec la Horse Grimace Scale, qui en fait permet de définir un différent niveau de douleur en fonction des expressions faciales des chevaux. Ça a été fait par une publication d'Ala Costa sur des chevaux castrés, enfin après castration. Un autre critère pour la bonne relation homme-animal, ce sont des tests là qui sont utilisés. Donc il y a 2 tests qui sont utilisés, tests d'approche. Un premier test d'approche où l'homme va aller jusqu'à la porte du box du cheval et voir quelles sont ses réactions, quelle est sa réactivité, quelle est son attitude par rapport à l'homme qui approche. Et l'autre test, en fait, où il va y avoir entrée dans le box et donc l'homme va essayer de toucher le cheval de la tête à la queue et de même, on verra ses réactions. Alors, ce qui est important, c'est que ce protocole, pour un cheval, il demande à peu près 5 minutes. Donc, l'intérêt, ce sont des protocoles qui sont adaptés au terrain pour évaluer l'ensemble des animaux d'une exploitation. Alors, l'intérêt de ce protocole, par ailleurs, c'est qu'il est associé à une application pour mobile et tablette. Donc ça, c'est très connecté, très in. Et donc, cette application, elle est téléchargeable gratuitement. Voilà, on reviendra après. Et en fait, donc, elle permet avec son mobile ou sa tablette, on va rentrer les données, les critères concernant chaque cheval. Et l'application va donner un résultat intégré, qui est le graphique que vous avez là, et qui donc, en abscisse,
on a chacun des 12 critères. Donc là, état corporel, disponibilité en eau. Les 12 sont donc alignés. Et en abscisse, le pourcentage d'animaux de l'exploitation qui respectent le critère. Donc les barres bleues, ça représente la moyenne qui a été obtenue dans 50 fermes de référence lors du projet européen AWIN. Et donc, notre exploitation, elle est positionnée par rapport au point rouge. Donc, ça permet effectivement de positionner l'exploitation par rapport à 50 fermes de référence. Voilà, j'avais oublié d'appuyer sur les... Donc, je vous l'ai dit, téléchargeable gratuitement. Et donc, en fait, nous avons prévu de tester cette application sur le terrain, à la fois sur des animaux expérimentaux pour avoir un environnement contrôlé et sur des exploitations, dans un premier temps qui valorisent l'herbe et dans un second temps dans des centres équestres. Alors maintenant, comment améliorer le bien-être des chevaux une fois qu'on l'a évalué? Donc tout d'abord, il s'agit d'évaluer l'inconfort, les émotions négatives. Donc on a vu avec l'évaluation quelles étaient les conséquences d'une situation insuffisante. On peut compléter ça par une approche ergonomique. Donc par exemple pour les chevaux, un exemple, les tapis en caoutchouc par exemple sont très à la mode puisque permettent d'éviter d'utiliser la litière. Bon, en fait, il semblerait que les chevaux préfèrent une litière et une litière de paille. Donc on ne dit pas qu'ils ne sont pas bien sur les tapis en caoutchouc, mais s'ils ont le choix, ils iront plutôt sur la litière. On peut aussi regarder les comportements naturels. Bon, un exemple, le grooming mutuel est un besoin éthologique dans les groupes de chevaux. Donc si on a un groupe où on ne voit pas ce genre de comportement, on peut peut-être se poser des questions sur la composition du groupe. Ensuite, connaître les préférences de chevaux. Donc ça, c'est un champ d'études récent où en fait, les chercheurs vont demander aux chevaux ce qu'ils préfèrent. Donc, soit en utilisant des tests de choix, soit en utilisant des conditionnements opérants, où en fait, on va évaluer la motivation du cheval à travailler. C'est-à-dire que le cheval va travailler pour obtenir une récompense, enfin peut-être une récompense. Un exemple, en fait, il va s'agir par exemple de pousser sur un bouton pour ouvrir une trappe ou une porte. Et on va augmenter la complexité et la difficulté du système, soit en augmentant le nombre de poussées pour que ça s'ouvre, soit en augmentant la rigidité du système. Et donc, comme ça, on peut savoir ce que préfèrent les chevaux. Donc là, je vous ai mis quelques résultats de ces expériences. Et bien sûr, elles n'y sont pas toutes, mais les chercheurs ont demandé aux chevaux s'ils préféraient travailler en position normale ou en hyperflexion, s'ils préféraient manger ou être mis en liberté, s'ils préféraient retourner dans leur box ou être mis en liberté, s'ils préféraient retourner dans leur box ou travailler dans un marcheur. Donc, voilà les réponses. Ils préfèrent travailler en position normale, ils préfèrent manger à sortir en liberté, ils préfèrent sortir en liberté à rester au box, et ils préfèrent rester au box à aller travailler dans un marcheur. Donc, bon, effectivement, ça n'est peut-être pas étonnant, mais c'est ce que les chevaux ont montré. Alors évidemment, il y a des limites à ces expériences parce que, d'une part, ce que le cheval va vouloir faire à court terme n'est pas forcément bon pour sa santé. Manger en permanence, on imagine bien les conséquences que ça pourra avoir. Et d'autre part, on ne sait pas s'il va choisir ce qui est moins aversif ou ce qui est plus motivant. Mais ça donne quand même des informations très intéressantes. Alors maintenant, pour améliorer le bien-être, quelle méthodologie allons-nous suivre? Bon, tout d'abord, donc décrire les conditions de vie ou d'utilisation, les compléter par les besoins et préférences des chevaux, et ensuite donc identifier les points critiques lors de notre protocole d'évaluation, proposer des améliorations, donc on va le voir notamment par l'enrichissement, et enfin établir des recommandations. Et si les recommandations sont suivies, on pourra à nouveau faire une évaluation. Et l'objectif, c'est effectivement d'avoir une amélioration globale des conditions de bien-être dans l'exploitation. Alors, les solutions pour améliorer le bien-être, essentiellement deux axes. Premièrement, diminuer le stress et les contraintes. Donc là, nous aurons deux présentations, celle de Léa Lansade et un poster de Camille Lillière, donc, que vous pouvez aller voir ou revoir sur le sevrage, puisque c'est un point clé particulièrement stressant dans la vie du cheval, et la présentation de Claire Neveu sur l'utilisation de la musique dans les situations stressantes. On peut enrichir l'environnement physique, donc là, 3 posters sur le cheval hospitalisé, les filets à foin petite maille et les conditions d'enrichissement général.
Enrichir l'environnement social, donc avec la présentation d'Ania Zollinger sur les interactions des étalons en boxe. Et enfin, enrichir l'environnement de travail avec l'application des principes scientifiques de l'apprentissage. Si on a bien fait tout ça, on devrait avoir des effets positifs, c'est-à-dire, non, on devrait diminuer les effets négatifs d'abord, donc moins de risques de stéréotypie, de coliques et d'ulcères, moins de comportements indésirables et d'états émotionnels négatifs, et on devrait obtenir des effets positifs, c'est-à-dire un cheval plus facile à manipuler et à entraîner, une meilleure compréhension, une meilleure progression dans le travail et une meilleure sécurité du cavalier. Comme il n'y a pas de présentation sur les apprentissages, je voulais quand même vous en dire 2 mots. Et vous rappeler la parution fin 2015 de cet ouvrage sur les principes de l'apprentissage, donc écrit par Léa Landstad, chercheur IFCE, avec Olivier Pulse, écuyer du Cadre Noir. Donc en fait, c'est un guide pratique très facile à lire, très illustré, qui est utilisable à tous les niveaux, débutants, cavaliers expérimentés, pour toutes les disciplines, depuis les manipulations du poulain, en passant par le débourrage et le perfectionnement du cheval. Donc habituation, sensibilisation, les renforcements, tout est abordé avec éventuellement les échecs, pourquoi et que faire pour y remédier. Ce qu'il faut retenir, donc si vous ne deviez retenir qu'un mot de cette présentation, en fait, c'est les émotions. Les émotions par lesquelles les chevaux montrent qu'ils vont exprimer des préférences ou au contraire des réponses d'inconfort en fonction de leur environnement. Donc on peut étudier les émotions, les préférences et les réponses d'inconfort. Il existe des grilles d'évaluation qui sont bien entendu perfectibles en fonction des avancées de la recherche, mais elles ont le mérite d'exister, de pouvoir être utilisées sur le terrain. Et il existe également des solutions à utiliser dans une démarche de progrès. En point final, juste un petit clin d'œil pour illustrer la complémentarité qu'on a essayé de vous apporter avec Alain au cours de cette présentation. Voilà, merci pour votre attention.